Le listing du condo était toujours ouvert sur mon ordinateur portable quand ma mère a appelé. J'avais 2 autres onglets derrière. Une pièce près de la 11 Mile et un autre endroit plus au sud qui était sur le marché depuis quelques semaines. Mais j'ai fermé l'écran à moitié et j'ai décroché comme je le faisais la plupart des dimanches. Elle a commencé par mon père. Grégory avait passé le plus clair de sa matinée à chercher un tournevis cruciforme dans le garage. En ouvrant chaque tiroir de l'établi, en vérifiant l'étagère au-dessus de la porte. Et même la boîte à gants de son camion. Avant de le trouver sur le panneau perforé à 15 cm de l'endroit où elle lui avait dit de regarder. Elle a raconté l'histoire comme elle le faisait toujours. En agençant les détails de sorte qu'on comprenait qu'elle avait eu raison dès le début et qu'elle faisait juste preuve de patience à présent. J'ai pris le téléphone avec moi dans la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur. Les produits achetés au marché fermier de Royal Oak la veille au matin étaient toujours alignés sur 2 étages. J'ai sorti les choux de Bruxelles et j'ai ouvert le congélateur pour un sachet de raviolis au fromage. Le dimanche soir, j'avais envie de quelque chose qui ne demande pas trop d'efforts. J'ai rempli une casserole, l'ai posée sur la cuisinière et j'ai tourné le brûleur à fond. J'ai coupé les choux en 2, les ai disposés sur une plaque avec de l'huile d'olive et du sel. Avant de les glisser dans le four. Puis j'ai replongé la main dans le réfrigérateur pour attraper le bocal de sauce marinara ouvert. Plus tôt dans la semaine. Ma mère était passée aux enfants de Grant. Théo, le petit de 3 ans, traversait une phase où il demandait « Pourquoi ?» à peu près à tout. Pourquoi le bain devient-il froid? Pourquoi la lune est-elle visible en plein jour? Pourquoi le chien ne peut-il pas manger à table? Lucie, la petite de 2 ans, avait pris l'habitude de retirer ses chaussettes et de les laisser tomber un peu partout dans la maison. Ce qui signifiait que Dana passait une partie de chaque soirée à refaire le chemin du bébé à travers des pièces qu'elle avait déjà nettoyées. De l'autre côté de ma fenêtre de cuisine, les enseignes des magasins et les phares le long de la rue étaient déjà allumés. Bien qu'il ne fût pas tard. Novembre faisait toujours ça dans Michigan. Il volait la lumière du jour tôt et sans trop d'avertissement. Le chauffage de l'appartement s'est remis en marche avec son bourdonnement mécanique feutré. J'ai posé une casserole plus petite sur le feu et j'y ai versé la marinara à la cuillère. Ma mère a dit que Grant et Dana rencontraient des difficultés avec la rénovation de leur cuisine. J'étais au courant pour la rénovation. Ils l'avaient planifié pendant plus d'1 an, avaient mis de l'argent de côté. Avaient commandé les placards. Le budget comprenait une marge pour imprévu. Mais après la démolition, l'entrepreneur avait ouvert une cloison et découvert du câblage électrique qui devait être mis aux normes ainsi que de vieilles tuyauteries en acier galvanisé qui ne pouvaient pas rester cachées derrière du nouveau placo. Grant et Dana pouvaient couvrir les travaux obligatoires pour la mise aux normes. Ce qu'ils ne pouvaient plus payer, c'était le reste. Le plan de travail qu'ils avaient choisi, le kit d'éclairage, les poignées de placard. Quelques améliorations d'électroménager. Et les petits détails esthétiques qui n'avaient pas encore été commandés. J'ai jeté les raviolis dans l'eau bouillante et je lui ai dit que si le problème venait uniquement de l'électricité et de la plomberie, ils devaient réduire l'envergure du reste et finir avec ce qu'ils avaient. Ma mère a répondu qu'ils pouvaient le faire, mais que les placards étaient déjà commandés. Que la cuisine était éventrée jusqu'au montant. Et que 2 petits-enfants vivaient au milieu d'un chantier. Elle l'a dit de cette façon qu'elle employait pour la plupart des choses quand elle voulait vous faire ressentir tout le poids de la situation d'autrui avant que vous n'ayez fini votre phrase. Je lui ai demandé combien il leur manquait pour maintenir le plan initial à peu près intact. Environ 18 000 $, a-t-elle dit. J'ai cessé de remuer. Je lui ai répondu que c'était une somme importante. Que 18 000 $ n'était pas de l'argent qu'on déplaçait sans réfléchir mûrement à l'endroit d'où il provenait. J'ai tendu la main vers le jus de pomme dans le réfrigérateur. Ma mère est restée silencieuse pendant environ 3 secondes. Puis elle a demandé si je pouvais prêter cet argent à Grant. Ma main était déjà sur la bouteille. Je l'ai remise sur l'étagère et j'ai fermé la porte du réfrigérateur.
Je lui ai répondu que je ne pouvais pas faire ça. Cet argent restait sur mon compte pour une raison, et cette raison n'avait pas changé. Elle a demandé si je voulais y réfléchir pendant la nuit. J'ai répliqué que j'épargnais pour un condo depuis des années et qu'elle le savait. Je n'étais pas en position de déplacer ce genre de somme ailleurs et d'être toujours là où je devais être quand le bon endroit se présenterait. Elle a dit que je n'en avais pas encore acheté, que je n'avais pas de date de signature. L'argent restait sur un compte sans rien faire en attendant. J'ai rétorqué qu'il ne faisait rien d'autre que d'attendre parce que je ne l'avais pas encore dépensé. C'était tout le sens de l'épargne. On met de côté. On n'y touche pas. Et quand la bonne occasion se présente, il est là. Elle a répondu qu'elle comprenait, mais que Grant avait besoin d'aide maintenant, pas en théorie. J'ai demandé pourquoi elle et mon père ne le lui prêtaient pas, si le timing était si important. Elle a dit qu'il n'avait pas $18 000 de liquidités disponibles. C'était moi qui avais des économies. Je lui ai dit qu'avoir des économies ne faisait pas de moi le compte de réserve de la famille. Je mettais de l'argent de côté avec un salaire d'acheteur à 3 depuis des années. Non pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais fait attention. Et je n'allais pas réduire tout ça à néant pour une rénovation de cuisine, même celle de Grant. Elle n'a pas insisté davantage. Elle m'a conseillé de ne pas prendre de décision tant que j'étais irrité qu'on me le demandait de dormir là-dessus. Sa voix avait cette assurance particulière qu'elle utilisait quand elle voulait vous faire comprendre quelle était la plus raisonnable, même si vous ne l'étiez pas. Ensuite, la conversation est revenue vers ses sujets habituels. Elle m'a demandé à quelle heure mon vol arrivait le mardi précédant la fête de l'Action de grâce. Grégory descendrait à Sawyer pour me chercher. Exactement comme à chaque fois. Avant de raccrocher, elle m'a demandé ce que je prenais pour dîner. Des raviolis au fromage surgelé et des choux de Bruxelles rôtis, lui ai-je répondu. C'est meilleur que ça en a l'air. Au moins, ce n'est pas des céréales, a-t-elle dit. Nous nous sommes dit que nous nous aimions, et l'appel a pris fin. Je suis retourné devant la cuisinière. Les raviolis étaient remontés à la surface de l'eau et s'entrechoquaient doucement. Je les ai sortis avec une écumoire, j'ai versé de la marinara par-dessus. J'ai tiré la plaque de choux du four et j'ai apporté le tout à la petite table près de la fenêtre du salon. Il faisait maintenant complètement nuit. Mon reflet apparaissait faiblement dans la vitre. Une femme mangeant seule à une table avec un ordinateur portable ouvert à côté de son assiette. Le listing du condo était toujours à l'écran. Pendant des années. Chaque fois qu'un projet familial exigeait que quelqu'un se montre un peu plus flexible. C'était généralement moi qui m'ajustais. Un vol qu'il fallait changer, je changeais le mien. Un cadeau commun dont le montant manquait de 40 ou 60 $. Je comblais la différence et je n'en reparlais plus jamais. Je vivais seul, je n'avais pas d'enfant. Et j'avais généralement moins de choses à réorganiser que Grant, qui avait une femme. 2 enfants et une maison qui avaient besoin de réparation. Ces ajustements étaient suffisamment minimes pour que le coût d'une dispute soit généralement plus élevé que celui de tout prendre en charge. 18 000 $ n'étaient pas de ce genre d'ajustement. Peu de temps après, Grégory a appelé. Mon père m'a dit qu'il n'appelait pas pour me dire de donner 18 000 $ à Grant. Il espérait juste que nous pourrions trouver un moyen d'éviter que cette histoire d'argent ne reste au milieu de la table quand la fête de l'Action de grâce arriverait. Je lui ai répondu que je ne voulais pas non plus qu'elle y soit. Mais que je ne savais pas ce qu'il attendait de moi. Grant avait besoin d'une somme que je n'étais pas en mesure de donner. Et je l'avais déjà dit à maman. Il a dit qu'il ne savait pas quelle était la bonne réponse. Il ne voulait simplement pas que tout le monde arrive pour les fêtes en gardant de la rancœur les uns envers les autres. Je lui ai assuré que je ne gardais de rancœur contre personne. Je ne pouvais tout simplement pas signer un chèque de 18 000 $ et faire comme s'il ne venait pas de quelque part. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit qu'il comprenait. Après avoir raccroché, je suis resté assise à la table un moment. Les raviolis avaient refroidi. La marinara avait durci sur les bords de l'assiette. Dehors, une voiture s'est engagée dans l'allée derrière le bâtiment.
ses phares balayant le plafond en un arc de cercle lent avant de s'éteindre. J'ai pris ma fourchette et j'ai mangé. 2 jours plus tard, ma mère a rappelé. Elle a dit que Grant était sur le point de finaliser un budget révisé avec l'entrepreneur et qu'il devait savoir bientôt quels articles il gardait et lesquels il supprimait. Ce même après-midi, Grant m'a envoyé un message. Il disait que l'entrepreneur avait besoin de la liste définitive pour pouvoir confirmer les commandes de matériaux restantes et bloquer le calendrier. Il demandait si je pouvais lui prêter un peu d'argent pour combler l'écart. Il n'a pas mentionné 18 000 $. Il a juste dit un peu. J'ai lu le message plusieurs fois. Cela m'a rappelé quelque chose remontant à quelques années. Grant avait reçu une facture de réparation de voiture en même temps que d'autres dépenses. Et le timing était si mauvais qu'il avait demandé si je pouvais l'aider. Je lui avais envoyé 900 $. Il me l'avait remboursé en 3 ou 4 virements au cours des 2 mois suivants. Et après le dernier, aucun de nous n'en avait plus jamais reparlé. J'ai ouvert mon application bancaire et je suis resté assise devant un moment. Puis j'ai envoyé 4 000 $ à Grant. Dans le message, je lui ai précisé que c'était tout ce que j'allais lui prêter. Et non pas un premier versement. La somme entière. Il m'a remercié et a dit qu'il rembourserait une fois que la rénovation aurait passé le cap le plus coûteux. Je n'ai pas demandé de date précise. J'ai dit à ma mère que j'avais envoyé 4 000 $ à Grant et que je n'en enverrais pas plus. Elle a répondu qu'elle était heureuse que j'ai décidé d'aider et que c'était mieux que rien. Mais qu'il aurait mieux valu que je puisse verser la totalité. Elle a dit tout cela d'une seule traite. De la même façon qu'on fait quand on veut reconnaître quelque chose tout en le corrigeant en même temps. Le mercredi suivant, une nouvelle annonce est apparue dans mes recherches enregistrées. Un condo d'une chambre près du centre-ville de Royal Oak, affiché à 312 000 $. Je l'ai ouvert le soir même sur mon ordinateur portable. C'était un appartement d'angle au bout du couloir. Lave-linge et sèche-linge intégrés. Une place de parking attitrée dans le garage de l'immeuble. Les charges de copropriété mensuelles se trouvaient dans la fourchette que j'utilisais dans mes calculs depuis 1 an. Les photos de l'annonce ne le mettaient pas particulièrement en valeur. Mur beige. Équipement standard. Une cuisine qui n'a clairement pas été touchée depuis un moment. Mais l'agencement était différent des autres endroits que j'avais surveillés. J'ai planifié une visite pour le samedi matin. Quand l'agent a ouvert la porte et que je suis entré, la première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Le logement se trouvait loin de l'ascenseur. Et une fois la porte refermée derrière nous, le bruit du couloir s'est presque complètement évanoui. Le salon avait de hauts plafonds et de grandes fenêtres donnant sur les toits. Quelques parkings et l'arrière des bâtiments bordant les rues du centre-ville. La vue n'était pas de celle qu'on met sur la photo d'une annonce. Mais la pièce bénéficiait de beaucoup de lumière, même par un samedi matin gris. Et cette lumière venait de 2 directions grâce à la position en angle. Une colonne carrée en béton se dressait légèrement excentrée dans la pièce. L'agencement n'était pas parfait à cause de cela. Mais j'ai vu immédiatement ce que je pouvais en faire. Si le canapé était placé le long du mur à gauche des fenêtres. L'espace derrière la colonne était juste assez large pour un bureau et une chaise. Le bureau que j'avais actuellement était coincé dans le coin de ma chambre dans l'appartement que je louais, entre la porte du placard et le radiateur, et chaque fois que je devais ouvrir le placard, je devais pousser la chaise pour libérer le passage. Je me suis avancé vers l'espace derrière la colonne et je me suis tenu là, regardant du mur à la fenêtre, en le mesurant des yeux. L'agent était déjà reparti vers la chambre. Lorsqu'elle a réalisé que je n'étais plus derrière elle, elle a dû faire demi-tour et m'a trouvé planté au même endroit. La cuisine présentait le genre de détail qu'on attend du début des années 2000. Des placards couleur chêne avec un léger reflet orangé. Un plan de travail en stratifié comportant quelques marques d'usure. Des appareils électroménagers blancs et basiques, propres mais pas neufs. La salle de bain était similaire. Fonctionnelle, non rénovée. Rien de cassé. Partout ailleurs, les sols étaient en parquet massif foncé dont quelqu'un avait pris soin.
Il y avait une fenêtre étroite à côté de l'évier de la cuisine qui donnait sur une ruelle de service. Et les toits plats des bâtiments à l'arrière. Je suis resté debout devant l'évier un instant pour imaginer les samedis matins. Revenant du marché avec des sacs de pommes, des œufs et tout ce qui semblait bon cette semaine-là. Posant le tout sur ce plan de travail au lieu d'essayer de le faire entrer dans la minuscule cuisine. Tout en longueur de mon appartement actuel. La chambre n'était pas grande, mais elle disposait d'un vrai dressing profond. Pas de balcon. Pas de vue particulière. Mais il n'y avait rien dans tout l'appartement que je regardais en me disant qu'il fallait le refaire avant d'emménager. Avant de partir, je suis retourné une dernière fois dans le salon. La colonne en béton était toujours là, brute et légèrement encombrante. Divisant la pièce d'une manière que l'architecte n'avait probablement pas prévue. L'espace derrière elle était parfait pour un bureau. J'avais envie d'acheter cet endroit. Après la visite, mon agent m'a dit que l'agent du vendeur avait mentionné d'autres acheteurs intéressés. Le vendeur n'avait pas fixé de date limite formelle pour les offres. Mais le bien était bien évalué pour le secteur et n'était sur le marché que depuis le mercredi. Elle a ajouté qu'il ne fallait pas supposer qu'il serait toujours disponible après la fête de l'Action de grâce. Si je voulais me positionner, elle pouvait préparer une offre à signer dès le soir même. Je lui ai répondu que j'avais besoin de réfléchir. De retour chez moi, j'ai ouvert la simulation de mon prêteur. J'avais une préapprobation et je connaissais la structure de financement que je visais. Pour un prix d'achat avoisinant les 312 000 $, avec un apport de 15%. Le total nécessaire au moment de la signature était d'environ 58 500 $. En supposant que les chiffres ne bougent pas trop d'ici là. Avant de prêter de l'argent à Grant, j'avais environ 64 000 $ d'économie. Après les 4 000 $, il me restait environ 60 000 $. Si j'achetais ce condo, presque toutes mes économies liquides passeraient dans la transaction. Selon les chiffres du jour, j'engageais quasiment chaque dollar de mon épargne disponible dans l'achat. Des frais de déménagement, une réparation de voiture, une facture imprévue. N'importe lequel de ces imprévus finirait probablement sur une carte de crédit pendant un moment. Mais les calculs fonctionnaient, je pouvais quand même acheter. Si j'envoyais encore 14 000 $ à Grant, je descendrais à 46 000 $. Et je n'aurais pas assez pour mener cette transaction à son terme selon le plan de financement que j'avais prévu. Samedi soir, mon agent m'a envoyé un message pour me demander si je voulais lancer les formalités. J'ai regardé le message que j'avais envoyé à ma mère quelques jours plus tôt, 4 000 $. C'est tout ce qu'il y a, j'ai répondu à l'agent que j'avais besoin d'un peu plus de temps. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'attendais que ma mère appelle dimanche. Comme elle le faisait toujours. Je n'avais pas besoin de sa permission pour acheter un condo, je le savais. Mais le savoir et me sentir en paix avec cette décision étaient deux choses différentes. Pour la plus grande partie de ma vie d'adulte. La maison signifiait encore marquette pour la fête de l'Action de grâce et Noël. Des appels du dimanche avec ma mère. Mon père qui descendait à Saouière pour me chercher à chaque fois que je prenais l'avion pour rentrer. Ce que je cherchais le dimanche n'était pas une autorisation. Je voulais entendre que ma mère pouvait accepter là où je m'étais arrêté. Si elle appelait pour parler des choses habituelles, du temps, des enfants, de ce que Grégory avait ou n'avait pas réparé, sans jamais mentionner la cuisine de Grant. Alors je saurais que les 4 000 $ avaient suffi. La demande s'était arrêtée là où j'avais dit qu'elle s'arrêterait. Je pourrais alors appeler mon agent et dire oui sans avoir l'impression d'investir presque tout ce que j'avais dans un foyer pour moi-même pendant que ma famille espérait encore que je donne davantage. Dimanche matin, j'ai nettoyé l'appartement. J'ai essuyé le plan de travail de la cuisine, balayé le sol. Rangé un tiroir que je devais faire depuis des semaines. J'ai gardé le téléphone sur le plan de travail où je pouvais le voir. À midi, ma mère n'avait pas appelé. Ce n'était pas inhabituel, elle appelait généralement l'après-midi. Parfois pas avant le début de la soirée. Mais j'étais consciente de la présence du téléphone d'une manière qui n'était pas habituelle. Je passais devant le plan de travail et je jetais un coup d'œil à l'écran. Je le prenais,
vérifier s'il y avait un appel manqué, le posait. J'ai préparé un sandwich pour le déjeuner et je l'ai mangé debout contre le comptoir. En fixant le téléphone de la même façon qu'on regarde une porte en se demandant si quelqu'un va l'ouvrir. La page de l'annonce de l'agent était toujours ouverte sur mon ordinateur portable. Je l'ai fermée, puis je l'ai rouverte 20 minutes plus tard. Le condo était toujours répertorié comme actif. Quelqu'un d'autre pouvait planifier une visite en ce moment même, pouvait traverser ce salon. Se tenir dans l'espace derrière la colonne, voir exactement la même chose que moi. J'avais envie d'appeler ma mère. Je voulais qu'elle décroche et qu'on parle de rien, du nouveau mot de Théo. De ce que Grégory bricolait dans le garage, et de ne jamais parler de la cuisine de Grant. Si elle pouvait faire ça. Si elle pouvait laisser ses 4000 $ clore l'affaire. Alors je pourrais rappeler mon agent et dire oui. Mais si je l'appelais et qu'elle remettait le sujet sur la table, j'aurais aussi ma réponse. Et ce n'était pas celle que je voulais. J'ai ouvert sa fiche de contact. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant un moment. Je l'ai refermé. Au milieu de l'après-midi, j'ai essayé de lire. J'ai lu 2 pages de je ne sais quoi avant de réaliser que je n'avais pas retenu une seule phrase. J'avais l'estomac noué depuis le matin. Le genre de nœud qui n'était pas de la faim mais qui siégeait au même endroit. J'ai posé le livre et je me suis dirigé vers la fenêtre. La rue en bas était calme. De la même façon que l'été royal ou que les dimanches après-midi de novembre où le temps retenait les gens à l'intérieur. L'agent a envoyé un autre message vers 16 heures. La paperasse pouvait être prête quand je le souhaitais. J'ai posé mon téléphone face contre le plan de travail de la cuisine en me disant que je prendrais une décision le soir venu. La soirée est arrivée. Je n'ai pas pris de décision. L'appartement s'est assombri. J'allumai la lampe près du canapé et je suis resté assise là sans lire, sans rien regarder. Juste à faire face au téléphone posé sur le comptoir derrière moi. Hors de portée de mon champ de vision. Ma mère n'a pas appelé. Ce sentiment de lourdeur m'a suivi jusque dans mon lit. Je suis resté allongé à refaire le même calcul que j'avais déjà fait 3 fois. 60 000 moins 58,5. La mince marge restante. Les mois qu'il faudrait pour reconstituer le moindre matelas de sécurité. Les chiffres étaient corrects. Les chiffres étaient corrects depuis samedi. Ce qui ne l'était pas, c'était tout ce qui entourait ces chiffres. Je me suis endormi par la force des choses et je me suis réveillé en portant toujours ce poids. Ce matin-là, mon agent m'a envoyé un court message. Le vendeur avait reçu une offre écrite dimanche soir et l'avait acceptée. Le condo était sous compromis. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail de la cuisine et je suis resté immobile un moment. L'appartement était silencieux. La chaleur parcourait le radiateur du salon. À travers la fenêtre au-dessus de l'évier. Je pouvais voir l'arrière du bâtiment de l'autre côté de la ruelle. Ces briques avaient foncé à cause de la pluie de la nuit. J'ai pensé à la colonne. La colonne carrée et grise au milieu du salon et à l'espace derrière elle où un bureau aurait tenu. Sans gêner personne. J'ai pensé à la fenêtre étroite près de l'évier de la cuisine et à la lumière venant de 2 côtés. J'ai pensé au fait d'être resté dans cette pièce et d'avoir su. Avant même que l'agent n'ouvre la porte de la chambre, que je pouvais vivre là. J'ai regardé ma propre cuisine. Le plan de travail à peine assez large pour une planche à découper. Les placards que je n'avais jamais pris la peine de réorganiser parce qu'ils n'étaient pas à moi. Plus loin dans le couloir, à travers la porte entr'ouverte de la chambre. Je pouvais apercevoir le coin de mon bureau coincé entre le placard et le radiateur. La chaise poussée de biais pour permettre à la porte de s'ouvrir. J'ai fait du café. Je l'ai bu debout contre le comptoir. Puis je me suis préparé pour aller travailler. Ce soir-là, j'ai fait mes valises pour Marquette. J'ai mis de côté un col roulé crème, un jean foncé et une paire de bottines marron pour le mercredi. Puis j'ai fermé la valise à glissière et l'ai laissée près de la porte d'entrée. Je n'ai parlé du condo à personne. Il n'y avait rien à dire. J'avais attendu. Et pendant que j'attendais, c'était parti.
Mon père est descendu à Saouyer pour venir me chercher. Comme il l'avait fait à chaque fois que j'avais pris l'avion depuis que j'avais déménagé dans le Sud. Avant de quitter Marquette. Il avait vérifié les prévisions concernant les bandes de neige de effet de lac et avait rajouté du temps sur la M553 pour aller à l'aéroport, exactement comme toujours. Comme si se tromper sur le trajet relevait d'un échec qu'il refusait d'assumer. Sur le chemin du retour, il a pris des nouvelles du vol, du travail. Il a mentionné que ma mère avait commencé les préparatifs ce matin-là, le saumurage. La sauce au canneberge, toutes ces choses qui demandaient une journée pour s'imprégner. Il n'a pas abordé le sujet de la rénovation. Je n'ai pas parlé du condo. Quand le camion s'est engagé dans leur rue, la lumière du porche et la fenêtre de la cuisine étaient déjà allumées. J'ai suivi mon père à l'intérieur par la porte menant au garage attenant. La même entrée que j'utilisais depuis mon enfance. Juste là se trouvait le bac à chaussures, un plateau en plastique noir au rebord bas, abritant une paire de ses bottes d'hiver et une de sabots fourrés de ma mère. Des traces de sel blanc avaient séché sur le tapis en caoutchouc en dessous. L'air intérieur portait l'odeur qu'il avait toujours en novembre. Le chauffage tournant à plein régime et sec. La trace infime de ce que ma mère avait cuisiné ce jour-là, et en dessous. Quelque chose qui appartenait simplement à la maison elle-même, la moquette des escaliers. Les boiseries du sous-sol, des années du même déterge et du même savon. Et de la même vie vécue entre les mêmes murs. Il a posé ma valise pour enlever ses bottes. Puis l'a portée en haut de la demi-volée de marche menant au niveau principal. Ce pavé à paliers multiples n'avait guère changé. Même si les choses avaient été remplacées progressivement au fil des ans, un nouveau canapé par-ci. Une lampe différente par-là. La télévision devenue plus fine et fixée à l'endroit où un cadre de lac supérieur était autrefois accroché. Ce genre de changement qu'on cesse de remarquer quand on rentre assez souvent à la maison. Mais l'agencement restait le même, le salon s'ouvrant sur la salle à manger. La cuisine sur la droite par une large porte, le couloir des chambres tout droit. Sur la table de la console près de l'escalier. Les photos d'école de Grant et de moi étaient toujours alignées dans leur cadre aux côtés de ça. Photos de mariage avec Dana. Et à côté, les portraits des enfants avaient progressivement comblé l'espace restant. D'abord Théo bébé, puis Lucie, puis un portrait de famille datant de Noël dernier. Un dessin d'enfant représentant ce qui semblait être un chien ou peut-être un cheval était maintenu. Sur la porte du réfrigérateur par un aimant provenant de la quincaillerie du centre-ville. Ma mère était assise à la table de la cuisine dans un sweatshirt gris et des chaussettes épaisses. Une tasse de thé près de sa main. Elle s'est levée à mon arrivée, m'a serré dans ses bras, et a demandé si le vol s'était bien passé. Je lui ai répondu que c'était le calme habituel. Elle s'est enquis de savoir si j'avais mangé. J'ai dit que j'avais pris quelque chose à Détroit Métro. Elle a répliqué qu'il y avait de la soupe dans le réfrigérateur si je changeais d'avis. Je lui ai assuré que j'allais bien. Elle m'a annoncé qu'elle avait mis des serviettes propres dans la salle de bain. A demandé si j'avais apporté des vêtements assez chauds. Puis a ajouté que Théo avait demandé 3 fois dans la journée si tante Sloan était enfin là. Mon père, en accrochant son manteau près de la porte, a prévenu que Lucie mettrait environ 10 minutes à s'habituer à moi, et qu'après ça, elle me suivrait probablement partout toute la journée. Personne n'a prononcé les mots « 18 000 $. Mon père a porté ma valise dans la chambre au bout du couloir. C'était la mienne quand j'habitais ici, mais elle ne me ressemblait plus. Le lit jumeau avait disparu. Remplacé par un lit double doté d'une couette marine que ma mère avait achetée pour les invités. L'ancienne commode était toujours là. Bien que le tiroir du haut abritât désormais des rouleaux de papier cadeau et une pile de sacs pour les fêtes. Quelques-uns de mes livres de poche trônaient encore sur l'étagère près de la fenêtre. Leur dos décoloré et légèrement gondolé par des années de cycle de chauffage. Ma mère avait plié une couverture supplémentaire au pied du lit. Sur la table de chevet se trouvait un chargeur de téléphone qu'il avait acheté après que j'eusse oublié le mien lors d'une visite, quelques années plus tôt. Il ne l'avait jamais déplacé. Il m'a souhaité une bonne nuit et a fermé la porte. Plus tard, lorsque je suis retourné dans la cuisine pour un verre d'eau,
Ma mère était toujours assise à la table. Elle a demandé comment allait le travail à 3 et si j'avais visité des condos récemment. J'ai repensé au coin, à la colonne du salon. Et à l'annonce indiquant désormais qu'il était sous compromis. J'ai répondu que je cherchais toujours. Elle a hoché la tête sans insister. Elle a ajouté que je devais aller me coucher tôt. Je me suis endormi rapidement cette nuit-là, mais mal. Le lendemain matin, j'ai retrouvé mon père à la table de la cuisine avec une tasse de café et le journal ouvert devant lui. Un paquet ouvert de brioches à la cannelle trônait à côté de la cafetière. Je me suis versé une tasse et j'en ai pris une. J'ai trempé le bout dans le café. 2 secondes, a dit mon père. Je sais. Quand j'étais petite, il comptait pour moi parce que je le laissais toujours trop longtemps. Le bout ramolli finissait par casser et couler au fond de la tasse. Et il m'obligeait à le repêcher avec une cuillère avant de m'en redonner un autre. Je n'avais plus besoin qu'il compte depuis des années. Ma main sortait toujours au bout de 2 secondes. Le sucre à la cannelle avait ramolli sur le bord, le café était sombre et chaud. Tandis que le reste craquait encore lorsque je m'en mordais un morceau. Ma mère est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard et a commencé à vérifier ses réserves. Pour la farce. Elle a pris le bocal de sauge moulu et a froncé les sourcils. Il était presque vide. J'avais prévu de retrouver des amis du lycée. Nous avions fixé cela des semaines à l'avance. Et mon père avait proposé de m'emmener sur le chemin de l'épicerie. Sur la route, il a seulement demandé à quelle heure je serais de retour le soir. Je lui ai répondu que je resterais probablement dehors pour le dîner. Il m'a dit de le prévenir par SMS si j'avais besoin d'un trajet. Puis m'a déposé devant le café où les autres m'attendaient déjà. J'ai passé la majeure partie de la journée avec eux. Nous avons commencé en fin de matinée, avons mangé ensemble. Et le groupe a évolué au fil de l'après-midi au gré des arrivées et des départs. Quand j'ai pris un taxi pour rentrer à la maison, la nuit était tombée depuis un moment. Ma mère terminait de ranger les derniers préparatifs de la fête de l'Action de grâce dans le réfrigérateur. Tôt dans l'après-midi de la fête de l'Action de grâce, Grant et Dana sont arrivés avec les enfants. Théo a couru vers moi dès l'ouverture de la porte. Lucie s'est d'abord accrochée à Dana, en enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. Et ne m'a permis de m'approcher qu'un peu plus tard, lorsqu'elle a décidé que j'étais inoffensive. Dana a pris des nouvelles de mon vol et m'a remercié pour l'argent prêté. Elle l'a dit simplement, sans le moindre poids superflu. De la même manière qu'on remercie quelqu'un pour un service qui a véritablement aidé. Ensuite, les enfants m'ont entraîné sur le tapis du salon. Et je n'ai pas bougé de là pendant un bon moment. Théo a sorti une boîte de Duplo et m'a ordonné de construire une maison. J'ai empilé 2 étages, et Lucie l'a immédiatement renversée en riant la bouche grande ouverte. Je l'ai reconstruite. Elle l'a cassée à nouveau. Après la 3e fois. J'ai opté pour des tours basses dont l'unique raison d'être était d'être détruite par elle. Tandis que Théo sélectionnait les briques de couleur en expliquant lesquelles faisaient office de portes, lesquelles étaient des fenêtres, et quelle partie correspondait à la chambre du bébé. Un peu plus tard, Théo a apporté une poignée de petites voitures. Et nous les avons fait rouler le long du bord de la table basse comme s'il s'agissait d'une route. Lucie a piétiné toutes les règles en poussant son bolide en plein milieu de tout le bazar et en riant. Aux éclats quand j'ai prétendu que le mien était coincé. Avant le dîner. Je me suis assise avec tous les deux sur le canapé pour lire un livre cartonné que Théo connaissait. Presque par cœur. Il essayait sans cesse de prononcer le dernier mot de chaque page avant moi. Et lorsqu'il me devançait, il levait les yeux vers moi comme s'il venait de remporter une victoire cruciale. Dans la cuisine, ma mère et Dana s'affairaient sur les derniers préparatifs. Dans le garage, mon père avait demandé à Grant de jeter un œil sur la souffleuse à neige, qui émettait un bruit suspect à son goût. Vers 3 heures, le rythme s'est accéléré dans la cuisine. Ma mère a ouvert le four et mon père s'est tenu à ses côtés pour sortir la dinde ensemble. La chaleur montant d'un coup et charriant des effluves de peau dorée, de beurre et de poivre noir. Ils l'ont posée sur le plan de travail pour qu'elle repose.
Ma mère a lancé la sauce tandis que la farce à la sauge et le gratin de haricots verts prenaient le relais dans le four pour réchauffer. L'odeur de la sauge a progressivement enveloppé le parfum de rôti qui s'était déjà imprégné dans toute la maison. Dehors, la lumière de fin de journée déclinait rapidement. Il avait neigé par intermittence une bonne partie de la journée. Et la pelouse au-delà de la baie vitrée était déjà entièrement recouverte. Les bords du chemin déneigés par mon père commençant à s'effacer à nouveau. Le ciel et la neige avaient pris cette teinte gris-bleu que revêtent les fins d'après-midi de novembre avant la nuit. À l'intérieur, la maison était plus chaude que d'habitude. Le four fonctionnait depuis des heures. J'ai ramassé les duplos et les petites voitures avec les enfants lorsque Dana a annoncé qu'il était temps de passer à table. Dans la cuisine, on achevait d'écraser les pommes de terre. On transférait les carottes glacées à l'érable dans un plat de service. Les petits pains sortaient d'une seconde grille du four. Grant a commencé à mettre le couvert. Il a disposé les verres à eau et à vin. Apporté les serviettes et les couverts tirés du tiroir de la cuisine. Dana a sorti la compote de canneberge et les plats d'accompagnement, les disposant au centre de la table. Une fois la dinde suffisamment reposée, mon père l'a découpée. Ma mère a versé le jus dans le saucier dont elle se servait depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Une pièce en céramique blanche dotée d'un éclat sur le bec verseur qui faisait tellement partie du décor que personne n'aurait songé à la remplacer. La table s'est remplie peu à peu, rôti de dinde, farce à la sauge, purée de pommes de terre Yukon Gold, sauce, gratin de haricots verts, carottes glacées au sirop d'érable, compote de canneberge et petits pains. Les plats de service n'étaient pas assortis. Quelques-uns provenaient d'un service. D'autres étaient des pièces dépareillées accumulées au fil des ans. Et au moins 2 d'entre eux trônaient dans cette cuisine depuis avant ma naissance. Grant a saisi une bouteille de Riesling sec Château Grand Traverse dans le réfrigérateur. L'a ouverte au comptoir et l'a rapportée à table avec une canette de soda au citron vert pour moi. Vers 4 heures, mon père a invité tout le monde à s'asseoir. Théo s'est souvenu de ce que je lui avais promis plus tôt et a retenu la chaise à côté de la sienne, tapotant l'assise des 2 mains jusqu'à ce que je m'installe. Dana a hissé Lucie dans le rehausseur à côté d'elle. Nous avons commencé à faire circuler les plats. À travers la fenêtre, une fine bande de clarté persistait à l'horizon. À l'intérieur, les voix des enfants perçaient par moments les conversations d'adultes. Et les couverts teintés contre les assiettes même que ma mère sortait du placard pour chaque fête. De l'action de grâce depuis aussi loin que je m'en souvienne. Mon père a entamé une histoire que nous connaissions tous par cœur. Il a raconté que c'était l'année de mes 7 ans, et que Grant en avait environ 10. Ma mère avait préparé un gâteau aux épices de citrouille. Étalé une couche de crème fouettée à la vanille sur le dessus. Puis l'avait mis au frais dans le réfrigérateur jusqu'au dessert. Elle nous avait interdit à tous les deux d'y toucher. Un peu plus tard, mon père avait ouvert le frigo pour attraper quelque chose et avait découvert un creux au milieu d'eux. La crème où quelqu'un avait prélevé une noisette du bout du doigt avant de tenter de lisser la surface. Il nous avait convoqués l'un et l'autre. Grant avait nié en bloc. J'avais nié en bloc. Mon père avait fixé Grant de longue date avant de pointer du doigt une petite trace de crème fouettée encore posée sur le bout de son nez. Je m'étais trouvé juste à côté de lui à ce moment-là, armé d'une feuille de essuie-tout. Parce que j'avais pris l'initiative d'essuyer ce qui avait débordé sur le bord du moule. Grant, à l'époque, soutenait mordicus que la crème sur son nez pouvait provenir d'ailleurs. Mon père terminait toujours son anecdote en déclarant que c'était là qu'il avait compris que son fils ferait un brillant avocat. À table, Grant a répliqué que papa racontait cette histoire de travers depuis plus de 20 ans. J'ai ajouté que le seul détail erroné était de faire croire que Grant avait agi seul. C'était moi qui avais eu l'idée de lisser la crème. Ma mère a ri en avouant qu'elle avait repéré le creux dès l'ouverture du frigo. Mais qu'elle n'avait rien dit. Au moment du dessert, elle s'était contentée de poser le gâteau en entier comme si de rien n'était. Attendant de voir si nous aurions l'audace de nous regarder en face. Mon père a levé son verre de vin. C'est bon d'avoir tout le monde à la maison.
a-t-il prononcé. Tout le monde a continué de manger. Les enfants faisaient du bruit. Dana coupait la dinde en morceaux plus petits pour Lucie. Le Riesling a fait un nouveau tour de table. Après le dessert, Lucie a commencé à se frotter les yeux et Dana l'a portée dans la chambre du fond pour la faire coucher. Théo a suivi en traînant un livre cartonné et en réclamant une dernière histoire à sa mère. Dana est revenue quelques minutes plus tard et a entrepris de débarrasser les assiettes. Je me suis levé pour l'aider. Le service était à moitié terminé lorsque ma mère a abordé le sujet de la cuisine. Elle a mentionné que les travaux d'électricité étaient achevés et qu'il restait quelques choix finaux à valider pour permettre à l'entrepreneur de terminer. Puis elle s'est tournée vers Dana. Après ce que Sloan a déjà envoyé, a-t-elle déclaré. Elle va couvrir le reste pour que toi et Grant n'ayez rien à rayer du plan initial. J'ai regardé ma mère. Puis j'ai regardé Grant. Grant n'a rien dit. J'ai demandé à ma mère de quoi elle parlait. Elle a répondu qu'elle croyait que c'était déjà réglé. Que j'avais accepté d'aider Grant. Je lui ai rappelé que j'avais consenti à $4000 et que je les avais envoyés la semaine dernière. Elle a répliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi je m'étais arrêté là alors que Grant devait toujours faire une croix sur la quasi-totalité de leur projet. Elle m'a demandé pourquoi je transformais une simple affaire entre frères et sœurs en une négociation financière pendant le repas de la fête de l'Action de grâce. Ce n'est pas moi qui ai amené l'argent sur cette table. Maman? Ai-je répliqué. Mon père a jeté un regard par-dessus la table et a interrogé Grant sur la souffleuse à neige, cherchant à savoir si le bruit s'était aggravé. Avec un ton qui trahissait sa volonté évidente de dissoudre ce qui était en train de se former entre ma mère et moi. Ma mère n'a pas battu en retraite. Elle a pris une gorgée de son vin et n'a rien ajouté. Je me tenais près de la table, le vieux saucier ébréché toujours à la main. Sentant monter en moi une vague que je me retenais de contenir. Je n'ai pas dit qu'il y a quelques jours encore. J'avais eu l'occasion de faire une offre sur un condo que je convoitais assez pour me tenir dans son salon vide à mesurer du regard l'espace derrière une colonne en béton. Je n'ai pas mentionné que les $4000 déjà versés avaient réduit ma marge à presque rien, ni que si je n'avais pas signé à temps. C'était parce que j'attendais un coup de fil de ma mère qui n'était jamais venu. Je n'ai rien dit de tout cela. Le reste de la soirée s'est étiré. Lourd et glacial. Au moment où Grant et Dana s'apprêtaient à partir, Dana a trouvé un instant pour me parler près de la porte d'entrée, tandis que Grant portait Théo, déjà endormi sur son épaule, jusqu'à la voiture. Elle m'a dit toute sa gratitude pour ces $4000. Elle a ajouté qu'elle savait que ma mère et Grant espéraient que je changerais d'avis. Mais qu'elle ignorait que ma mère allait le balancer à table comme si tout était bouclé. Est-ce que Grant savait qu'elle allait faire ça? Ai-je demandé. Je ne sais pas. A-t-elle soufflé? Puis elle a dit bonsoir et a rejoint la voiture avec Lucie endormie contre sa poitrine. Grant est revenu à l'intérieur chercher le sac à langer et m'a trouvé debout près du porte-manteau. Dans l'entrée. Je me suis planté devant lui avant qu'il ne puisse faire demi-tour. Pourquoi tu n'as rien dit? Ai-je exigé. Elle a annoncé à Dana et à tout le monde à cette table que je couvrais le reste. Tu étais assis juste là. Il est resté silencieux un instant. Il a posé le sac à langer sur le banc. Je savais que tu n'avais jamais accepté les 18 000, a-t-il dit. Mais j'espérais que tu changerais peut-être d'avis. Je lui ai demandé s'il pensait réellement que j'allais signer un chèque plus important simplement. Parce que maman l'avait décrété comme un fait accompli. Je ne sais pas. A-t-il répondu. Il ne me regardait pas. Il fixait la rangée de manteaux accrochés derrière moi. Je ne voulais tout simplement pas fermer cette porte. Je suis resté là à laisser résonner cette phrase entre nous. Puis il a attrapé le sac à langer, a souhaité une bonne nuit et est sorti rejoindre la voiture.
À travers la vitre de la porte. J'ai regardé les feux stop reculer dans l'allée et s'engager dans la rue. Une fois qu'ils eurent disparu, j'ai verrouillé la porte d'entrée et je suis allé me coucher. Le lendemain matin. Avant que mon père ne me conduise à Sawyer pour mon vol de retour vers Royal Oak. J'ai envoyé le même message à ma mère, mon père et Grant. J'y ai écrit que les $4000 représentaient la totalité de ce que j'allais prêter. Je n'enverrai pas un centime de plus. Et qu'à l'avenir. Personne ne devait prétendre que j'avais accepté de verser une somme sans que je l'ai moi-même affirmé. Personne n'a répondu de la journée. Personne n'a répondu le lendemain non plus. Quelques jours après mon retour à Royal Oak, ma mère a appelé. Elle a dit que Grant disposait encore d'un court laps de temps pour conserver certaines options initiales si je changeais d'avis. Je lui ai répondu que je n'avais pas changé d'avis. L'appel a pris fin. Peu de temps après, Grant et Dana ont révisé leur projet de rénovation. Ils ont payé l'électricité et la plomberie qu'on ne pouvait pas éluder. Ils ont gardé les meubles de cuisine déjà commandés. Ils ont choisi un plan de travail moins onéreux, réduit l'éclairage et la quincaillerie. Abandonné les ajouts esthétiques, et reporté d'autres améliorations à plus tard. L'entrepreneur a poursuivi le chantier. Grant ne m'a pas appelé pour réclamer davantage. Les appels du dimanche entre ma mère et moi ont continué, mais ils étaient devenus plus brefs. Elle prenait des nouvelles du travail, glissait un mot sur un événement à Marquette. Puis annonçait qu'elle devait raccrocher. Au cours de l'un de ces échanges, elle a lâché une phrase inattendue. J'ai l'impression ces derniers temps que je dois faire attention à tout ce que je te dis. A-t-elle murmuré. Je lui ai rétorqué que je ne lui demandais pas de faire attention. Je lui demandais seulement de ne pas engager mon argent sans mon accord. Elle a répondu qu'elle savait que c'était ainsi que je voyais les choses. Puis elle est passée à autre chose. À mesure que Noël approchait, les coups de fil se sont faits encore plus succincts. Début décembre, un samedi après-midi. Je suis allé en centre-ville pour trouver un cadeau d'anniversaire pour mes parents. Les animations de Noël de Royal Oak battaient leur plein à Centennial Common. Et les trottoirs étaient plus fréquentés qu'à l'accoutumée à cette heure-là. Des familles cheminaient en portant des gobelets en papier et de petits sacs de course. Et quelque part au-delà des immeubles, de la musique flottait au-dessus de la circulation. Au bout de la rue, une calèche tirée par des chevaux est passée lentement. Remplie d'enfants coiffés de bonnets d'hiver. J'ai attendu qu'elle libère le carrefour avant de poursuivre sur Washington en direction de Rye End. Encore. Mes parents s'apprêtaient à fêter leurs 40 ans de mariage, 3 jours après Noël. Et je cherchais quelque chose qui ne ressemble pas à un cadeau de fête. J'ai longé quelques étagères d'objets de décoration avant de m'arrêter devant une paire de verres à vin d'un rouge rubis profond. Suffisamment sombre pour ne pas être confondu avec des décorations de Noël. J'en ai pris un pour le faire tourner sous l'éclairage de la boutique. Le verre était plus lourd que prévu. Doté d'une tige fine et d'un large calice qui captait la lumière d'une manière faisant basculer le rouge entre le grenat et des nuances proches du noir. Je l'ai reposé à côté de l'autre et j'ai décidé de prendre les deux. J'ai choisi une carte d'anniversaire dans le présentoir près de la caisse. L'employé a emballé le coffret dans du papier couleur ivoire et a noué un ruban bordeaux autour du couvercle. En remettant un pied dehors, la clarté commençait déjà à baisser. La calèche reprenait son tour dans les parages. Je pouvais entendre les sabots des chevaux. Une famille avec 2 jeunes enfants m'a dépassé au pas de course en direction de Centennial Common, l'un d'eux serrant contre son manteau un sachet de biscuits ouverts. J'ai ramené un peu plus mon sac contre mon flanc et j'ai pris le chemin du retour. Je prévoyais d'emporter le cadeau dans l'avion pour Marquette et de le leur offrir lors du dîner d'anniversaire. Mon billet aller-retour de DTW à MQT était déjà réservé. Mon père prévoyait de descendre à Sawyer pour m'accueillir. Exactement comme toujours. Au cours d'un de nos appels. Il avait glissé qu'il garderait un œil sur les bulletins météo à mesure que la date approcherait. Puis, mi-décembre, ma mère a appelé. Elle a dit qu'elle comprenait que j'ai donné $4000 à Grant.
Ce qu'elle ne comprenait pas, en revanche, c'était la façon dont je pouvais regarder mon frère devoir rayer presque tout ce que Dana et lui avaient prévu pour leur cuisine tout en conservant le reste de mes économies sur un compte pour un condo que je n'avais même pas encore choisi. Elle ignorait toujours tout de l'appartement d'angle qui m'avait échappé. Je ne lui ai rien dit. J'ai répliqué que mon épargne avait un but même sans compromis signé. Elle a objecté que le problème n'était plus seulement l'argent. Depuis la fête de l'Action de grâce, toute la famille marchait sur des œufs à cause de cette histoire. Elle refusait que je rentre à la maison pour passer des jours sous le même toit à Noël et partager le dîner de fête en faisant comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Elle voulait que l'affaire soit réglée avant mon arrivée. Je lui ai demandé ce que signifiait ce « régler ». Elle a répondu que si j'aidais Grant à finir correctement sa cuisine, au moins tout le monde pourrait tourner la page. Je lui ai signifié que je n'en verrais pas plus. Grant s'était déjà résigné à un plan revu à la baisse. L'entrepreneur achevait les travaux. Je lui ai demandé pourquoi elle continuait d'insister alors que la décision était prise. Elle a riposté que la décision avait été prise parce que j'avais refusé. C'était la seule raison pour laquelle Grant avait dû faire ce choix. À ce stade, la rénovation était quasi terminée. L'électricité était tirée, les placards fixés. Et certaines des options abandonnées étaient déjà hors de portée de commande. Elle n'avait avancé aucun chiffre cette fois-ci. Elle n'en avait pas besoin. L'argent avait cessé d'être le cœur du problème depuis longtemps. Il s'agissait désormais de savoir si je choisirais ma famille ou moi-même lorsque les miens me le demandaient. Et le fait que je ne l'ai pas fait constituait un point sur lequel elle ne pouvait pas fermer les yeux. Je comprenais pourquoi elle espérait encore me voir changer d'avis. Pendant des années, j'avais été celle qui rechignait un peu avant de s'adapter, qui optait pour les solutions les moins pratiques afin de faciliter les choses pour tout le monde. Et précisément dans cette situation, je lui avais opposé un non un dimanche soir pour finalement envoyer $4000 à Grant. 2 jours plus tard. À ses yeux, c'était la preuve irréfutable que mon refus n'était pas nécessairement définitif. Elle m'avait déjà vu céder par le passé. Elle attendait que je cède à nouveau. Elle a demandé si je voulais vraiment laisser ce différend s'interposer entre ma propre famille et moi pour Noël. Je lui ai demandé si elle pouvait accepter ma réponse, maman. Parce que je lui avais fourni la même à chaque fois. Elle n'a rien trouvé à redire à cela. L'appel a pris fin 1 minute plus tard. J'y ai repensé tout le reste de la journée et le lendemain. Puis j'ai ouvert mon application de réservation. Le billet aller-retour pour les fêtes m'avait coûté plus de $600. C'était un tarif économique non remboursable. En cas d'annulation avant le départ, la valeur se transformerait en avoir aérien plutôt qu'en espèces. J'ai annulé mon vol. Le lendemain, je suis allé en ville. Avant d'expédier le cadeau d'anniversaire, je me suis arrêté pour acheter des présents de Noël pour les enfants. Un lapin en peluche pour Lucie et une pelleteuse jaune pour Théo. J'ai glissé les jouets dans un second carton et j'ai posté le tout dans l'après-midi. Ce soir-là, j'ai téléphoné à mon père pour lui annoncer que je ne rentrerai pas pour Noël. Je lui ai souhaité un joyeux Noël ainsi qu'un bon anniversaire de mariage, en précisant que le colis était en route. Il est resté silencieux de longues secondes. Puis il a dit qu'il comprenait et que je lui manquerais. Une vingtaine de minutes après avoir raccroché, mon téléphone a vibré. C'était un message de sa part. Ta mère et moi nous sommes mariés le 28 parce que tout le monde était déjà là pour Noël. Je me rappelle m'être dit que c'était la seule semaine de l'année où nous n'aurions pas à nous démener pour rassembler tout le monde au même endroit. Un deuxième message est arrivé dans la foulée. J'y repensais ce soir. Je comprends pourquoi tu ne viens pas. Je ne te demande pas de changer d'avis. J'aurais juste aimé que tu sois là. J'ai lu les 2 messages à 2 reprises. Puis j'ai répondu, j'aurais aimé être là aussi, papa. C'était le premier Noël que je choisissais de ne pas passer en famille, et du fait de cette absence,
Je manquerai également le dîner marquant les 40 ans de mariage de mes parents. Dans les jours précédant Noël, j'ai vérifié à plusieurs reprises les disponibilités aériennes au départ de DTW. Les options restantes s'avéraient plus onéreuses que le billet initialement annulé. J'ai fermé la page. Je n'ai pas réservé. Le matin de Noël, mon père m'a envoyé un SMS pour dire qu'il regrettait mon absence et espérait que je passais une journée paisible. Je lui ai répondu qu'il me manquait également. Grant a publié une photo dans la conversation de groupe familial. Théo et Lucie postaient devant le sapin de Noël. Lucie serrait dans ses bras le lapin en peluche que je lui avais envoyé, tandis que Théo brandissait la pelleteuse jaune d'une main, captive d'un éclat de rire. Le bord du bras de Dana était visible sur le côté gauche du cadre. J'ai aimé la photo avec un cœur. Ma mère n'a pas appelé. Noël a défilé. 3 nuits plus tard, le dîner des 40 ans de mariage de mes parents s'est déroulé à Marquette sans moi. Mon père a partagé un cliché de la table sur le groupe familial. Les verres à rubis y figuraient, accrochant la lumière exactement de la même manière que sous l'ampoule de la boutique de Ryan. Encore. Derrière eux, la neige poussée par le vent avait transformé les vitres sombres en une immense nappe blanche. Il écrivait que les verres étaient splendides et que j'avais bon goût. J'ai répondu en leur souhaitant un heureux anniversaire. Ma mère n'a pas réagi. Elle n'a pas téléphoné le premier dimanche suivant Noël. Le dimanche d'après, rien. Le dimanche suivant encore, toujours rien. J'ai ouvert le fil de nos messages à plusieurs reprises. J'y ai tapé une phrase ou deux avant de tout effacer. Grant et Dana ont terminé la cuisine sur la base du plan réduit. Au printemps, Grant m'a envoyé $380. Son message précisait qu'il s'agissait du premier versement et qu'il savait que ce n'était pas grand-chose. Mon père est resté en contact. Il appelait toutes les quelques semaines, prenait des nouvelles du travail. Envoyait parfois un SMS au sujet d'un détail anodin à Marquette. Une fois ou deux, il a demandé si j'avais repéré de nouveaux condos. En juin, pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai envoyé une carte, comme à l'accoutumée. J'ai tenté un appel. Le répondeur s'est déclenché. J'ai laissé un court message pour lui souhaiter une bonne fête. Dana a publié une photo de famille sur le groupe assortie d'un vœu d'anniversaire. Ma mère a remercié tout le monde en identifiant chacun d'entre nous. Grant a effectué quelques versements supplémentaires au cours des mois suivants. À la fin de l'été, le total approchait des $2000. D'autres annonces avaient fait surface, d'autres visites avaient eu lieu. Rien n'avait abouti. Ma mère n'avait toujours pas appelé. Je n'avais toujours pas acheté de condo. Un samedi de fin octobre, je me suis rendu au marché fermier de Royal Oak comme je le faisais la plupart des week-ends, lorsque le temps le permettait. J'ai acheté des œufs, des pommes et une botte de carottes. J'ai rapporté le tout dans mon appartement et j'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai dû décaler quelques articles pour faire un peu de place. J'ai rangé les derniers achats, refermé la porte, et amorcé mon week-end. Demain, ce serait dimanche. Mon téléphone reposait sur le plan de travail à sa place habituelle. Je ignorais encore s'il allait sonner.